on collaborait ensemble avant. Donc comme la crise est venue, ça a partagé. L'autre se dit que ouais, je suis de Monatini, l'autre se dit je suis de Monatini, donc chacun chez soi. Ce n'est plus comme avant. Chacun a peur. Donc ça fait qu'on ne dure plus en brousse. Vraiment, chacun se méfiait ici. Guéret, ça dit il y a des codes. On ne doit pas s'approcher aux étrangers. Les étrangers aussi, eux aussi se méfiaient. C'est parce que le comité d'alerte précoce n'existait pas au préalable qu'il y avait tout ça. Mais depuis le comité d'alerte précoce s'est installé, dès qu'il y a un petit problème qui s'annonce net, le comité est là pour anticiper. Qu'il s'appelle comité de paix, comité d'alerte précoce, comité de paix et de développement, comité WASH ou comité de protection, la récente décennie de crise militaro-politique a vu la mise en place d'une multiplicité d'infrastructures de promotion, de la cohésion sociale et d'un vivre ensemble apaisé dans les zones de concentration des conflits locaux en Côte d'Ivoire. Dans l'Ouest montagneux, région particulièrement affectée par la crise, la majorité de ces infrastructures ont toutes quasiment été mises en place par des ONG internationales, rarement par des ONG locales, mais presque jamais par les communautés elles-mêmes. Il n'y avait plus de structures pour soutenir les populations. Les comités de paix qui ont été mis en place sont venus de là. Il fallait trouver un cadre permanent où les différentes communautés pouvaient échanger, débattre de leurs problèmes, trouver des solutions, le temps que peut-être l'État ou bien la guerre même finisse complètement. En effet, dans de nombreuses localités de la région, le risque d'exacerbation des tensions de cohabitation entre communautés s'est accentué par l'affaiblissement ou l'absence de l'autorité, qu'elle soit coutumière ou étatique. Ces situations rendaient impérieux le besoin de ces structures ad hoc de prévention et gestion des conflits. Ce d'autant plus qu'avec le déplacement des populations, les transactions frauduleuses autour de la terre avaient pris de l'ampleur. Pire, plus la crise militaro-politique a duré dans le temps, plus les sources et objets de tension se sont multipliés et renforcés, une crise profonde de confiance s'étant installée entre communautés. Entre-temps, par contre, avec la graduelle normalisation du contexte sociopolitique, le passage de la situation d'urgence humanitaire à un contexte de relèvement précoce ou de développement a engagé les promoteurs de ces mécanismes à revisiter leurs engagements les concernant. Dans bien des cas, les projets de cohésion sociale et de réhabilitation communautaire dans le cadre desquels ces mécanismes ont été mis en place sont arrivés à leur terme. Pour nombre de ces communautés, la question de leur pérennisation se posa alors avec acuité. Comment survivre au départ des promoteurs et se réinventer pour rester pertinent? L'option prise fut pour certains de ces mécanismes de renégocier leur mandat et d'ajuster leur approche, notamment en matière d'implication des communautés dans la prévention et la gestion des conflits. En 2005 à Bangolo, chaque 2 semaines, les professeurs fuyaient. Parce que chaque jour, il y avait des attaques. Donc en 2007, on a plaidé et il y a eu une brigade mixte. La brigade mixte est arrivée pour essayer de voir comment il faut arranger la situation sécuritaire. Bon, donc c'est comme ça nous sommes restés sur place un peu. Mais nous avons vu que cette situation ne nous arrangeait pas toujours. Mais nous avons décidé maintenant d'impliquer les communautés dans la préservation de la paix. L'objectif recherché pour nous, c'est d'impliquer les acteurs, c'est-à-dire les éventuels protagonistes. Nous les impliquons dans un premier échelon. Le premier échelon, c'est chercher à anticiper les différents problèmes, c'est-à-dire répertorier ou capter toutes les situations graves qui pourraient se transformer en conflits intercommunautaires. Et lorsque ces situations sont répertoriées, ce comité-là joue un rôle de règlement de premier échelon encore. Et ce comité mène les premières démarches. Le chef ne peut pas tout faire. Si comme nous tous on était là et puis c'est le sous-préfet. Ou nous tous on était là, on disait c'est la gendarmerie. Or aller à la gendarmerie encore, c'est encore source de problèmes internes. Moi, en tant que chef, le comité de paix est venu pour renforcer mon autorité. Non seulement renforcer mon autorité, mais c'est des instruments de travail. Le chef, il y a des endroits où il peut ne pas aller.
il envoie le comité de paix qui ça va faire des conciliations. Et ça, quand ça ne va pas, ils font des réconciliations. Ça permet au chef de village d'avoir une tâche allégée. Et ça permet aussi au sous-préfet, sa tâche sera aussi allégée. Ça désengorge un peu le fonctionnement de tout un chacun. En se posant ainsi comme des auxiliaires de gouvernance en matière de prévention et de gestion des conflits aux côtés des autorités établies, ces comités avaient besoin de renforcer leur efficacité et légitimité par une responsabilisation plus accrue des communautés et par un engagement plus actif de certaines de ses composantes, notamment les femmes. Il fallait imposer à la population un autre mode de vie qui consiste à insérer les femmes dans les prises de décision. Par le passé, les gens ont vu en mal, mais aujourd'hui, tout le monde est en train de constater que les femmes sont sérieuses dans ce qu'elles font. Si il y a une situation dans une famille donnée, les femmes qui sont dans nos bureaux vont vers ces femmes-là, vont vers ces familles pour leur donner des conseils, pour les amener à se comprendre, pour les amener à s'entendre mieux. Et quand ça ne va pas, c'est là elles viennent expliquer au chef, ah on est parti, voilà comment ça se passe. Et ensuite, on fait partie du comité de paix. Je sais bien que je suis femme, mais le travail que j'ai fait dans le village maintenant là, moi-même je sais. Dans 2 jours là, il y avait par là pour rigoler avec les Nzoudé. Si nous on n'était pas dans le groupe de comité de paix, il y avait un groupe par là qui voulait sortir. Dans le côté des bas-fonds. On a dit à les garçons, laissez au village, c'est nous les femmes, on va aller faire enquête d'abord là pour venir. On allait là-bas, on a trouvé les gens, mais aussi si les terrains sont en train de travailler. On est venu, on a dit ça au comité de paix. On a essayé de rentrer dans les villages, ça n'a pas pu. Les chefs disent qu'ils ne veulent pas. On s'est levé, nous les femmes, on s'est levé pour aller voir sous-préfet. Et voilà ce qui se passe dans nos villages. Il a dit oui, ce que vous allez faire, c'est bon. Mais comme ça, si vous n'étiez pas parti là-bas, ça allait devenir gros par là. Fort de ce soutien de l'autorité, quelques-uns de ces comités ont tenté l'expérience de revisiter leur démarche, notamment dans la façon d'approcher les communautés. Avant, on faisait les sensibilisations à grande masse, dans le village, au micro, avec des musiques, on appelle tout le monde. Mais j'ai vu que c'était pas trop ça, parce qu'en faisant ça, là, beaucoup ne comprennent pas. Et la paix, là, ça commence par soi-même d'abord, avant de sortir avec. J'ai vu que sensibilisation de porte en porte est bien écoutée par rapport aux sensibilisations en gros. Parce qu'en gros, là, ceux qui viennent là, beaucoup ne viennent pas pour écouter, ils viennent pour se moquer. Or, quand tu prends l'attention de 2 personnes pour les faire asseoir, pour dire « Ah, voilà, ils prennent leur temps pour t'écouter. » Condition essentielle à la survie de ces communautés, le sens élevé du bien commun et de l'intérêt général ont été pour beaucoup la trame globale de leur réinvention. Plus que la représentation ethnique qui a été au départ de leur constitution, l'engagement citoyen semble aujourd'hui le critère déterminant de l'efficacité et de la durabilité de ces comités. Avant, c'est pour se lever seulement matin pour aller au champ. On ne remet pas les choses. Mais maintenant, là, tu te lèves matin, tu vas voir au village d'abord. Et c'est la nuit, il n'y avait pas palabre. Et c'est matin, il n'y a pas palabre. Tu finis de faire ça et puis tu rentres au champ. Et c'est que je ne gagne pas dedans, mais ce que j'ai fait là, c'est bon par rapport à l'argent. Tu peux avoir l'argent, je dis beaucoup, et puis il n'y a pas d'entente dans le village. L'argent là, ça ne donne rien. Ça peut partir comme ça. Mais quand il y a entente dans le village, un peu l'argent que tu vas gagner là, tu sais comment tu vas manger. C'est à cause de ça, moi, je suis dedans. Je considère que je suis devenu guéri. Après 13 ans de vie à Bangolo, je suis devenu guéri. Donc ce qui touche les guéris me touche. Donc pour que vraiment nous vivions tous dans la paix ici, c'est pourquoi je suis engagé. Ce n'est pas pour avoir un gain après. Un jour, je vais quitter Bangolo, mais qu'est-ce que je vais laisser à Bangolo? Chacun de nous doit avoir l'amour de son village. C'est-à-dire, il faut te dire que ce que tu fais là, tu le fais pour ton village, tu le fais pour tes parents. Moi, personnellement, depuis près de 3 à 4 ans que je suis là, je suis toujours engagé. Même souvent même là, je prends même mon propre argent pour effectuer des déplacements. Et je le fais pour l'amour de mon village, pour l'intérêt commun de tout le monde. Parce que si tu te dis, voilà, qui va venir le faire à ta place? Personne ne peut venir te développer à ta place. Une fois qu'il y a la paix dans mon village, ça c'est un grand nom pour moi. Ils vont dire que grâce à Barthélemy, grâce au comité de paix,
on vit bien, il y a la paix entre nous. Thank you.